Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire sur le thème de la représentation de modèles et des résultats dans Axis VM. Ce webinaire aujourd'hui se déroulera en deux grandes parties. La première sera je vais vous montrer comment représenter des modèles et la deuxième partie, ça sera pour vous montrer comment représenter les résultats une fois que le modèle est calculé. Je suis Gabrielle Muller et je suis aujourd'hui accompagnée par mon collègue Monsieur Peter Walker qui répondra à vos questions si vous en avez. Pour poser des questions, il suffit d'agrandir l'icône de l'application GoToWebinar. S'ouvre alors une petite fenêtre et dans la rubrique questions, vous pourrez poser vos questions sous saisir une question pour le personnel. Mon collègue M. Walker vous répondra alors par écrit. Le modèle que nous allons regarder aujourd'hui est ce modèle-ci, qui est fait d'une structure en acier autour, de maçonnerie ici en marron et d'éléments en béton. Tout d'abord, je vous présente la fonction ici en haut à gauche. Ici, on a représenté le modèle sous forme de rendu. J'ai la possibilité aussi de l'afficher sous forme fil de fer, où on voit alors tout le bâtiment. Ici, c'est sur ligne cachée. Et le dernier, c'est sur la texture. Et là où je vois les textures du matériau, ces textures, pour visualiser ça, je peux regarder ici dans le registre éléments sous matériaux. Et ici, dans la colonne texture, par exemple, pour la maçonnerie, je vois que c'est cette texture-là, cette image-là qui a été définie pour visualiser la texture de la maçonnerie. Je peux bien sûr choisir une autre image de cette bibliothèque, quelconque, pour chaque matériau. Et je peux aussi, ici, dans texture personnalisée, charger une image que je veux attribuer à ce matériau. Pour cela, je fais un clic droit, ajouter texture personnalisée, et je vais ici, je charge l'image que j'ai faite, que j'ai préparée auparavant parce que j'aime bien la pierre naturelle et qui est grise. Donc je valide tout ça, et vous voyez ici que ma texture elle change et que j'ai la pierre naturelle avec l'image que j'ai moi-même définie. Maintenant, je retourne sous forme rendue. Maintenant, si je veux regarder à l'intérieur du bâtiment, un des moyens rapides, c'est d'aller sous Vue, et après, sous Options pour la visualisation sous forme rendue, c'est d'augmenter la transparence des dalles, par exemple, ou d'un des autres éléments. Et par exemple, en augmentant la transparence des dalles, vous voyez, je commence à voir à l'intérieur de mon bâtiment et de pouvoir aussi vérifier si mes murs sont superposés et comment comment les éléments sont reliés de haut en bas. Là aussi, je remets à la transparence opaque, donc sans transparence. Ici, j'ai aussi la possibilité de générer un modèle architectural, donc avec les vraies liaisons qui se rapprochent le plus du plan de l'architecte. Ici, vous voyez, il a ajusté automatiquement ici les axes et les dalles, alors que nous, dans le modèle statique, on aura quelque chose qui ressemble plus, je change d'option à ça. Parce qu'on calcule à l'axe, alors que dans les plans d'architecture, on calcule comme c'est en réalité. Je valide. Ici, maintenant, j'arrive à vous présenter la fonction rotation, les différentes possibilités de faire tourner le modèle. Ici, en haut à gauche. Bien sûr, ici, c'est la fonction zoom, agrandir ou réduire, que vous pouvez aussi faire avec la petite roue de la souris. Et ici, la quatrième fonction, c'est la fonction pour les rotations. Il y a différentes possibilités de faire tourner mon modèle. La première, c'est faire tourner avec la souris, comme je veux. Ici, en sélectionnant ici cette petite croix, je vois ici le centre de rotation, le symbole du centre de rotation autour duquel je tourne. Cette même fonction-là, pour faire tourner, je peux aussi l'activer en cliquant Alt sur mon clavier et après la petite roue de ma souris. Donc juste une petite astuce pour les raccourcis clavier. Après ici, j'ai encore la possibilité de faire tourner sur l'axe Z, global, comme ça, sur l'axe vertical, comme ça, hop, sur l'autre axe horizontal, et l'axe qui rentre dans le plan. Voilà.
Et pour finir, je peux aussi définir un point autour duquel je veux tourner. Et donc voilà, ça c'est utile si je veux par exemple examiner particulièrement les résultats ou la modélisation d'un endroit ici. Et du coup, je fixe le point là et je pourrais zoomer et tourner autour de ce point là. Voilà, je ferme ça. Après, vous le connaissez sûrement déjà, les fonctions ici pour afficher les différentes perspectives. C'est aussi dans la barre d'outils à gauche. La première, c'est pour afficher la vue de face selon les axes globaux X, Z, les coordonnées globales qu'on trouve ici en bas à gauche. Là, c'est un peu caché par mon image, mais ici en bas à gauche, on voit les différents côtés. XZ, c'est de ce côté-là. Le plan XY, c'est la vue d'en haut. Le plan YZ, c'est la vue de côté. Et la dernière, c'est la vue en perspective, la dernière vue qu'on a eue en perspective. Et ici, la dernière fonction, elle permet d'accéder directement à un de ces plans voulus. C'est pratique si on ne sait pas trop dans quel axe on veut. Ici, on a vite une esquisse et on voit, par exemple, vue de dessus. Ici, tac, j'ai ça. Ici, en bas à gauche, en dessous de mon image, j'ai aussi la possibilité de retourner dans la vue précédente ou les vues précédentes si je veux revoir ce que j'avais affiché tout à l'heure. C'est exactement la même fonction qui est ici que faire ou défaire en haut dans la barre d'outils. Pour ne pas avoir à travailler toujours avec tout le modèle entier, il y a plusieurs possibilités d'afficher uniquement certaines parties du modèle. Je vais vous en présenter plusieurs. La première, c'est de définir des étages et de travailler vraiment par étage. La définition d'étage se fait ici en haut à gauche avec avec F7 ou bien ici avec l'icône des étages. Je change juste de vue, je vais aller en vue cachée, en lignée cachée. Ici, je clique sur étage. Je vois ici qu'il n'y a encore aucun étage qui a été défini. Axis VM, il ne sait pas encore quel étage et à quelle hauteur. Et je vais lui dire de les trouver automatiquement. En lui disant de trouver automatiquement, Axis, il va me dire il va définir un étage pour chaque dalle horizontale qu'il trouve et tous les éléments qui sont au-dessus. Donc le rez-de-chaussée, ce sera la dalle horizontale 0, donc c'est le radier, plus tous les éléments qui se trouvent au-dessus de ce radier. L'étage 1, vous le voilà, et l'étage 2 là. Vous noterez que cette dalle ici n'a pas été prise en compte comme un étage parce que ce n'est pas une dalle horizontale, c'est une dalle inclinée. Et donc si je veux la considérer comme étage séparément, il faut que je la rajoute ici avec trouver, par exemple, je la définis. Et avec un double clic sur ce nœud, il va me rajouter... Ah, bah là il m'a effacé les autres. Du coup je vais en profiter pour vous montrer comment définir les étages manuellement. Donc je choisis le nœud du bas, le nœud là, hop, et le nœud tout en haut. Et voilà, il m'a défini les 4 étages. Je peux aussi directement changer ici la valeur si j'ai besoin. Après, peut-être vous avez vu la fonction ici. Vous connaissez la fonction, c'est la fonction qui permet d'afficher non seulement l'étage que j'ai sélectionné, mais aussi l'étage d'en dessous. Ce qui peut être très pratique, par exemple, quand on veut voir la continuité de certains éléments d'un étage à l'autre. J'ai exactement la même fonction avec l'étage de dessus. Voilà, une fois que j'ai affiché tous ces étages, que je les ai générés, je clique sur valider. Et à partir de maintenant, je pourrai directement accéder à mes étages avec la fonction ici en bas à droite, le petit raccourci qui s'appelle ici pour les étages. Vous voyez, c'est en jaune, ça veut dire que c'est activé. Maintenant, je vais par exemple juste afficher l'étage 2. Et je vais retourner ici dans étage parce que je veux pas qu'il m'affiche les deux en même temps, mais seulement ceux que je suis en train de lui montrer. Voilà, validé. Donc maintenant, j'ai affiché l'étage 2. Et maintenant, je veux définir une ouverture dans ce domaine-là. Je vais alors dans le registre éléments sur le modélisateur d'objets. Ici, la dernière option, c'est le trou.
Et ici, c'est pour dessiner un trou qui est en perspective, c'est-à-dire qui n'est pas horizontal. Voilà, donc je sélectionne mon ouverture. Voilà, je suis très contente. Peut-être certains d'entre vous ont déjà remarqué que parfois Axis il laisse pas modéliser des éléments, des trous ou des éléments qui sont hors du plan. Ça, c'est à cause de la fonction ici en bas, près de le raccourci étage. Si vous avez sélectionné l'option projeter les points sur les niveaux d'étage, il ne laissera pas dessiner des éléments qui sont hors du plan de la dalle de cet étage. Je vais vous montrer. Si je sélectionne ici, si je coche la case projeter des points sur les niveaux d'étage et que j'essaye de modéliser une petite ouverture juste à côté, vous voyez, il me laisse pas faire. Il me laisse pas faire. Il veut pas monter. Je vous montre ici. Voilà, il veut pas monter, il veut rester dans le plan. Je vous le dis ça parce que c'est souvent une... ça, les gens... nous, on remarque souvent que les gens, ils nous appellent un peu en désarroi. On n'arrive pas à modéliser au-dessus du plan de la dalle. Et ça, c'est dû à cause de cette petite case qui est cochée ici. Un autre moyen de travailler uniquement avec certaines parties du bâtiment, c'est de travailler avec les parties, l'option partie, qui se trouve ici à gauche. Tout d'abord, juste encore une petite remarque, vous voyez ici qu'il y a un peu les contours qui ont été dessinés. C'est un peu une représentation intermédiaire entre la texture, le rendu et les lignes fil de fer. Donc en gros, on se rend compte de l'épaisseur des éléments, sans pour autant qu'on perde toutes les informations sur les nœuds et les lignes. Si je veux ne pas les voir, je peux les changer ici en bas à droite sur le petit symbole des symboles graphiques et la dernière option contour des objets en 3D, je désactive. Voilà. Ça c'est le goût personnel, il y a des gens qui aiment beaucoup, moi je préfère travailler sans. Je vous disais les parties, ici à gauche, dans le registre parties. Et vous voyez que là, il y a déjà il y a deux types de parties. Il y a les parties logiques qui ont été automatiquement créées par le programme. Ces parties logiques, elles peuvent être... le programme le définit lui-même. On peut lui dire ici, dans ces tableaux-là, quel type... comment on veut que lui il fasse ces parties logiques. Est-ce qu'on veut qu'il fasse par acier, par élément ou par matériau, etc. ou par type d'objet. Donc il fait ça et aussi par épaisseur. On lui dit tout ça, ces options. Si ça vous convient pas, vous pouvez changer ici. Vous pouvez aussi prévoir une partie si vous avez des lignes de guide. Valider. Donc ça c'est pour tout ce qui est la partie ici en bas. Maintenant, moi je veux définir une nouvelle partie que je nomme 1. Et je sélectionne les éléments que je veux inclure dans cette partie. Valider. Et je vais maintenant sélectionner une autre partie que je nomme 2. Et j'affiche de nouveau la vue en global et je vais reprendre l'élément que j'avais défini dans la partie 1 parce qu'on peut attribuer un même élément à deux parties. Voilà, je choisis un domaine au hasard. Et maintenant, on voit, ici c'est juste la partie 2 et la partie 1, c'est cette partie-là. On voit si j'affiche maintenant la partie 1 et la partie 2 que ce domaine-là, il appartient aux deux. Toutes ces histoires de parties, donc ici c'est les parties que j'ai définies moi-même. Ici, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on peut aussi choisir d'afficher uniquement, dans les parties logiques, d'afficher uniquement les murs. Voilà. Les murs ou uniquement les poteaux, etc. Uniquement les dalles. Ou aussi par étage, comme je vous disais tout à l'heure. Et aussi, par exemple, dire, de l'étage 2, moi, je veux uniquement les murs de l'étage 2. Hop. Et donc, j'ai les murs là. Et si j'enlève encore ici les dalles, j'ai uniquement les murs. Toutes ces histoires ici de parties, c'est vraiment que de la visualisation et de la représentation. Ça n'a aucune influence sur le calcul et sur les résultats. C'est juste pour aider l'utilisateur
à travailler plus efficacement et à pouvoir visualiser rapidement uniquement la partie qui l'intéresse. C'est vrai pour la modélisation et c'est aussi le cas ici après pour la représentation de résultats, pour avoir un accès direct aux parties qui nous intéressent. Maintenant, si avec le modélisateur d'objets, je commence ici commencer à modéliser des choses, ils vont être directement inclus dans la partie logique, bien sûr, et aussi la partie définie par l'utilisateur. Si dans la partie 1, maintenant, je commence à... Une seconde, je m'embrouille un peu. Voilà, si maintenant pour la partie 1, je commence à modéliser des choses en plus, il va automatiquement inclure ce que je suis en train de modéliser dans cette partie. Maintenant, si j'affiche une partie, par exemple l'étage, juste la dalle de l'étage 2, et que... pardon, j'étais trop rapide. Si maintenant, dans géométrie, je dessine ici un élément dans cet étage-là, voilà. Et maintenant que j'affiche ici la partie qui contient cet étage, donc ce sera celui-là, je vois que j'ai ici la ligne dedans. Maintenant, si je vais sur disposition, préférences et parties, et que j'enlève ici cette option inclure les lignes internes des domaines dans les parties par défaut, valide, il va normalement plus me l'afficher. Il va quand même afficher. J'ai dû faire une fausse manipulation. Ah voilà, j'ai pas cliqué sur valider, forcément que ça ne marche pas. Vous voyez, alors maintenant, il me montre plus les lignes qui appartiennent à cette partie. Après, un autre moyen d'afficher uniquement une partie du bâtiment, c'est de sélectionner une partie. Donc par exemple, juste la partie du haut. Je sélectionne tout ça. Et après, j'utilise la fonction en bas à droite, directement sélectionner, afficher que les éléments sélectionnés. Et voilà, et je vois uniquement cette partie-là. Donc ça, c'est un moyen très rapide d'afficher uniquement une partie qu'on veut voir, qui ne va pas être sauvegardée par la suite. J'ai aussi la possibilité de changer les couleurs qui sont associées aux différents matériaux. Quand je vais sous rendu, vous voyez ici, il y a des couleurs par défaut qui sont attribuées aux matériaux. Je peux les changer ici sous codage couleur. C'est en dessous de l'icône du rendu. Et ici, par exemple, on voit pour les dalles, c'est un code couleur par défaut, un codage couleur par défaut que je peux changer. Et je peux lui dire, par exemple, d'attribuer des couleurs selon leur épaisseur. C'est-à-dire qu'on voit ici directement avec la petite légende qui est à côté que chaque épaisseur a une autre couleur. Et les couleurs sont associées directement à une valeur qu'on voit ici. Donc ici, je peux aussi définir ces gradients de couleurs. Voilà, je préfère ça à la valeur qui est proposée de manière standard par Axis. Ou je peux aussi lui dire de faire des couleurs par hasard, etc. Tout ça pour avoir un rendu plus joli ou une meilleure représentation. Moi personnellement, je préfère travailler avec les valeurs par défaut, mais sachez qu'on peut aussi adapter en fonction du matériau, de l'excentricité, du type, etc.
Un autre moyen pour mieux représenter les modèles et aussi pour la documentation, c'est le fait d'annoter et de mettre des cotations, de montrer les dimensions des éléments. Pour cela, je vais aller sous forme ligne supprimée et je vais afficher uniquement une dalle. Donc avec la fonction afficher uniquement éléments sélectionnés en bas à droite, je vais prendre la vue d'en haut. Et je vais maintenant lui dire ici, avec l'option cotation dans la barre d'outils à gauche, je vais lui dire de marquer les dimensions. Donc là, on est à 5 mètres. Ah non, j'ai fermé. Avec un double clic, je peux maintenant ouvrir, à condition que ça soit débloqué, ici en bas à droite. Voilà. Et là, j'ai différentes options pour changer le style de cette cotation. Donc, par exemple, ici, je peux choisir de mettre une petite flèche au lieu d'avoir ce petit trait. Je peux changer la couleur. Je peux lui dire de mettre en vert, par exemple. Je peux lui dire aussi l'épaisseur de la ligne, donc faire une ligne plus épaisse. La même chose pour les lignes d'extension. Vous voyez, il y a beaucoup de possibilités de représenter les longueurs. Vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Hein. Et dans les paramètres de texte, je peux aussi ici, par exemple, lui dire de ne pas afficher la vraie valeur mesurée, mais d'afficher une valeur définie par l'utilisateur dans le cas où le plan réel ne correspond pas vraiment au modèle. Donc, par exemple, je peux dire, en fait, en vrai, c'est 5,1. Et dans ce cas-là, il va me changer ça. Et je vais avoir la valeur que je veux. C'est un moyen de contourner un peu. Ici, de nouveau dans les calques, je peux aussi dessiner ici un rectangle, par exemple, qui se retrouvera dans ce calque ici, qui est sélectionné. Je peux aussi bien sûr choisir un autre calque 1, par exemple, folie 1. Je peux aussi prendre un rectangle rempli, etc. Ce sont des lignes qui n'ont aucune influence sur le modèle, c'est uniquement pour le dessin, pour la représentation et pour l'aide à la modélisation. Je les efface, je peux les effacer comme j'efface n'importe autre objet en les sélectionnant et en validant la sélection. Par contre, il faut faire attention que ici, en bas à droite, la détection des calques soit activée. Si je désactive ça, je pourrais plus prendre ces calques, ces dessins, et je pourrais plus les utiliser. Ça, je peux gérer soit en bas à droite, c'est le raccourci, sinon l'autre touche, c'est la fonction F11. Voilà. Le F11 qui ouvre directement le gestionnaire de calque, où je peux choisir d'activer ou de désactiver. Donc ici, c'est pour la détection des calques, pour pouvoir retrouver et sélectionner les éléments. Voilà. Et je peux l'effacer, par exemple. Et la même chose pour cet élément-là. J'affiche de nouveau le modèle en entier. Et maintenant, par exemple, je vais vous présenter quelques options d'affichage, de représentation pour les nœuds et les appuis. Sous disposition, préférences et symboles graphiques, je peux choisir ici dans les nœuds, tout en haut, dans la géométrie, je peux choisir la taille des nœuds, donc comment les nœuds sont représentés, 9, et aussi la couleur. Je peux choisir par exemple les nœuds roses si ça me convient mieux. Et donc du coup, tous mes nœuds seront représentés en rose et seront plus grands. Voilà. Ça, c'est si je veux changer les couleurs et les tailles qui me sont données par défaut par Axis. De la même manière, donc je renlève ça. Hein. De la même manière, je peux changer la représentation des appuis nodaux. Ici, en symbole complexe, par exemple.
Voilà, donc j'ai des petits appuis comme ça. Et si j'ai des axes pour les domaines, donc les axes de coordonnées locales, et que j'ai envie d'avoir les annotations des axes, donc savoir où est X, Y, Z, je peux aussi aller dans Dispositions, Préférences, Symboles graphiques, et tout en bas, Divers, il y a ici pas d'annotation ou annotation sur les axes, et si je sélectionne ça, j'ai alors X, Y, Z qui sont affichés. Cette option, elle est très utile pour les gens qui commencent avec AxisVM et qui n'ont pas encore l'habitude avec les couleurs. De cette manière-là, on peut directement voir les axes des coordonnées locales des domaines. Et autres d'ailleurs. Ça sera tout pour la représentation du modèle. On va passer maintenant à la représentation des résultats. C'est exactement le même modèle que tout à l'heure. La seule différence, c'est que je l'ai calculé déjà avant, enfin déjà les résultats. Mais sinon, à part ça, c'est exactement le même modèle. Je vais alors maintenant ici d'abord passer en ligne cachée. Et je vais ici, donc vous voyez dans le registre statique, j'ai déjà lancé les calculs. Je vais vous montrer les MY, contraintes de la poutre, MY, les moments autour de l'axe Y, avec diagramme. Vous voyez que ça devient vite, vu qu'on a beaucoup d'éléments, ça devient vite illisible. Pour cela, je peux simplement sélectionner une poutre qui m'intéresse, par exemple la poutre 15, ici à droite, et alors j'ai une petite image qui s'affiche avec le résumé de chaque effort interne pour cet élément-là. Donc ça me permet de travailler sur cet élément et de lire les résultats d'une manière beaucoup plus lisible. Et ici, je peux changer ici le cas de charge. Donc ici, on est pour la combinaison de charge critique maximale et minimum. C'est aussi la raison pour laquelle il y a deux lignes. Je peux aussi changer ici, par exemple, juste afficher les efforts internes dus au poids propre. Et ici, avec le petit curseur, je peux déplacer le long de cet élément. Et on voit en bas, on voit les résultats aussi qui s'affichent ici. Et tous ces résultats peuvent être retrouvés de manière numérique sous tableau ici. Je valide. Ça, c'était pour les efforts internes. Je peux aussi afficher les contraintes dans ces poutres, notamment les contraintes de von Mises. Pareil, hein, je change l'effort que je veux afficher et je sélectionne cet élément. Et j'ai alors ici le résumé de toutes les contraintes, aussi avec les tableaux, avec les valeurs. Pareil, ici j'ai un petit curseur qui me permet de changer et vous voyez ici l'image à droite, on voit aussi le diagramme qui s'affiche à l'intérieur de la section transversale. Maintenant, ici j'ai représenté le critique maximal et minimal. Si j'affiche juste le poids propre, il n'y aura qu'un seul diagramme où il y a un peu moins d'informations. Et on voit ici le long de la poutre comment ces efforts varient le long à l'intérieur de la section transversale. Tous ces résultats, de nouveau, sont répertoriés dans les tableaux. Si j'affiche les déformations, EZ, pareil, en cliquant sur un de ces éléments linéaires, j'ai les déformations, chaque déformation qui a été calculée. Et je peux, pareil, avec le curseur, ici, changer, voir exactement la déformation en un point donné. Et je peux aussi, ici, afficher les déformations relatives. J'ai trois options pour afficher les déformations relatives. Ici, c'est pour connaître exactement la déformation par rapport au point de début et de fin. Donc, ce n'est pas la déformation globale, la déformation relative. Ici, j'ajuste aux deux côtés. Les deux autres options, c'est pour ajuster uniquement d'un côté. C'est-à-dire, en gros, faire la soustraction entre la déformation totale du point, enfin du nœud à la fin de l'élément, et la déformation locale, ici, qu'il y a entre les deux nœuds. Je valide. Maintenant, on passe aux résultats des éléments surfaciques. Ici, je vais afficher MX. Et je vais afficher la dalle sur rez-de-chaussée en sélectionnant cette dalle. Si j'affiche maintenant encore le maillage, il va me montrer les résultats en chaque nœud de maillage. Je change la vue sous forme rendue. Vous voyez, c'est difficile à lire. C'est plus agréable de visualiser les résultats
sous forme d'isosurface 2D. Pour cela, il faut juste que je change ici et que j'affiche uniquement une seule combinaison et pas les deux à la fois. Donc je vais aller ici sur critique minimum et donc ici il me laisse choisir la représentation. Je disais isosurface, voilà. C'est un peu plus intuitif à lire. Je n'ai pas besoin d'afficher le maillage. Et donc là, avec la légende des couleurs, je peux voir la répartition des efforts MX, des moments MX dans ce domaine. MX, ça se réfère à l'axe local de ce domaine. Je peux changer aussi la représentation de ces résultats en cliquant sur la légende. Et là, donc premièrement, je peux choisir si je veux qu'il me donne les valeurs maximales et minimales du projet ou est-ce qu'il adapte uniquement à la partie, enfin à la sélection que je suis en train de voir. Je peux aussi ici, par exemple, lui dire de donner une échelle moi-même, donc par exemple aller à de moins 15. Et je peux aussi ici aller 10. C'est pas obligé, moins 10. Ici, moins 9. C'est pas obligé d'être les mêmes intervalles, mais il faut que ça soit dans le bon ordre. C'est-à-dire que ici, c'est le plus petit et là, c'est le plus grand. Je peux pas ici rentrer moins 20, par exemple. Ça va pas aller. Voilà. Mais je peux lui rentrer 15. Et vous voyez, automatiquement, l'affichage des résultats change ici à la gauche. Pour les isosurfaces, je peux aussi ici désactiver cette option contour d'isosurface. Et dans ce cas-là, il n'y aura plus les petits traits qui caractérisent chaque résultat. Je peux aussi, donc je retourne, parce que moi je préfère travailler avec les contours d'isosurface. Si je veux avoir plus de couleurs, donc un peu une représentation plus précise, j'augmente ici le nombre, enfin en tirant la légende vers le bas, j'augmente le nombre et j'aurai ici alors plus de résultats. Ici, un peu pareil comme le codage couleur des différents éléments que je vous ai montré tout à l'heure, sous couleur, je peux choisir une autre représentation des couleurs. Ici, avec la fonction gradient couleur, c'est exactement la même idée qu'avant. J'ajuste ici les couleurs, si je préfère ces couleurs-là aux couleurs données par Axis. Et si je sauvegarde ça, je l'ai ici comme gradient de couleur 1. Et vous voyez, ici, c'est plutôt dans les tons verdâtres. Là, un autre que j'avais déjà essayé avant, c'est dans les couleurs un peu roses. Ou ici, les couleurs par défaut, que je laisse comme ça. Et à chaque fois, on peut sélectionner et aussi réutiliser ce type de représentation. C'est-à-dire que c'est indépendant du modèle, mais que je peux, par exemple, réutiliser ce gradient de couleur 4 pour d'autres modèles dans le futur. Et j'ai aussi la possibilité que pour chaque type de résultat, d'afficher d'une autre manière. Moi, je vais laisser les valeurs par défaut. Et je valide. Une autre représentation pour les résultats Surface X, c'est les isolignes. Moi, je trouve que c'est une représentation qui est pratique si on veut imprimer, parce que ça demande moins de couleurs et c'est quand même assez précis et parlant. Ici, il y a plusieurs options. De nouveau, ici, je peux enlever le nombre d'isolignes en augmentant la légende. En cliquant dessus, je choisis si oui ou non je veux annoter mes isolignes. Vous voyez ici, les petites valeurs partent si j'enlève la case. Je valide et j'ai la possibilité aussi de dire combien de chiffres après la virgule j'aimerais avoir dans mon modèle. Pour cela, je vais sur Disposition, Format et Unité. Et là, dans le registre statique, dans Moment réparti, MX, ça fait partie du moment réparti, je peux lui dire par exemple de donner uniquement un chiffre après la virgule et la représentation sera directement affichée en conséquence. Ici, en bas à droite, vous connaissez peut-être la fonction. Ici, pour annoter les valeurs, écrire les valeurs pour les nœuds, par exemple, pour les surfaces, et uniquement, si c'est uniquement les valeurs maximales ou toutes les valeurs. Si cette petite option minimum, maximum seulement n'est pas affichée, il va me donner un résultat en chaque nœud de maillage.
C'est très intéressant, mais c'est peut-être pas très parlant parce qu'il y a beaucoup d'informations. Du coup, pour des questions de représentation, souvent c'est plus agréable d'afficher uniquement un peu les extrêmes. Je vous ai déjà montré brièvement tout à l'heure les isosurfaces 3D. Les isosurfaces 3D permettent de contrôler un peu les résultats et de voir si les résultats sont plausibles parce qu'ils donnent, enfin, ils montrent si les résultats, ils permettent de voir rapidement si les résultats sont en cohérence avec ce qu'on s'attend et s'ils sont plausibles avec la réalité. Je retourne en mode isosurface 2D. Et maintenant, j'aimerais vous présenter une option que vous pouvez changer ou pas dans Paramètres, ici à gauche, Paramètres d'affichage des résultats. Ici, sous Arrangement divers, je peux, par défaut, le lissage est défini comme sélectif, c'est-à-dire qu'il fait des valeurs d'interpolation pour des domaines qui sont dans des plans une inclinaison moins que 15 degrés. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je choisis aucun lissage, vous allez tout de suite voir à quoi ça correspond, et que je valide, que j'affiche mon maillage, et que j'enlève les résultats, vous voyez que les résultats ont l'air irréguliers, parce que en fait, lui, il fait les calculs exacts, tous les points de maillage, mais entre les deux, il fait en fonction de l'interpolation, avec la fonction d'interpolation de Gauss, des points de Gauss. Si je choisis la fonction lissage sélectif, il m'ajuste automatiquement et il me fait cette image qu'on a l'habitude de voir avec des résultats qui sont continus. Je peux aussi choisir le lissage toutes les surfaces, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, ça va changer entre les lissages, entre les dalles et les murs. Vous allez voir si maintenant j'affiche ici le mur qui est au-dessus. Je vais juste afficher cette dalle et un mur qui est au-dessus. Maintenant, j'ai choisi, je lui ai dit de faire un lissage pour toutes les surfaces. Du coup, il fera un lissage continu, il fera des valeurs, il interpolera pour avoir des valeurs continues entre le mur et la dalle. Je vous ne recommande pas d'utiliser cette fonction parce que vous allez voir en vrai avec sélectif, il y aura un saut dans les moments MX. Évidemment, parce que il y a un comportement différent dans les dalles et dans les murs. Dans les murs sont soumis principalement à la compression, à l'effort normal, et les dalles principalement à la flexion. Pour aussi faire des contrôles de plausibilité, je vous montrais tout à l'heure la fonction de regarder les résultats en isosurface 3D, mais je peux aussi regarder avec la fonction, le modèle déformé. Pour cela, je vais aller dans le rendu. Et ici, EZ, et ici, sous paramètres d'affichage, peut-être vous connaissez déjà, je lui dis ici, forme de l'affichage déformé, donc il va me donner en fait la déformation réelle, enfin, entre guillemets réelle, calculée par le logiciel. Et vous voyez ici, on voit de 1 que la structure en acier est beaucoup moins rigide que le reste du bâtiment, ce qui est logique. Et on voit aussi un peu les déformations de chaque élément. Je peux aussi afficher uniquement les éléments. Ici, par exemple, la dalle du haut, ou encore mieux, celle d'en dessous. Ah mince. Hop. Je peux afficher la dalle séparément et regarder comment elle se déforme et voir si ça correspond, si c'est plausible par rapport au mur que j'ai défini au-dessus et aussi aux connexions avec les éléments voisins. Donc on voit ici la dalle qui se déforme plus ici. Et c'est de cette manière on peut rapidement contrôler si ça fait du sens et si ça correspond aux efforts internes que j'attends.
Les derniers moyens, enfin les dernières deux petites astuces que j'aimerais vous montrer pour la représentation des résultats. Le premier, c'est le segment de section, la fonction qu'on appelle segment de section. Pour cela, je vais juste de nouveau afficher la dalle sur Ray. Vue d'en haut, en isoligne. Avec le segment de section, donc c'est la fonction ici à gauche, le segment de section, il permet de faire une coupe à travers le domaine. Donc il va juste lire ça permet de lire les résultats à cet endroit-là. Je dis ici nouveau segment de section 1, et je définis à quel endroit je vais faire cette coupe. Je vais faire ici en travers. Hop. Donc si je laisse si je dis de montrer seulement le diagramme, et je valide, je lui demande ici d'afficher MX, donc le moment en X qu'on a montré tout à l'heure. Je vais en affichage fil de fer. Si je veux encore voir les valeurs, je lui dis ici en bas à droite sur ligne, surface. Donc j'ai les valeurs aussi en plus de la légende ici. De nouveau ici, à chaque fois, pour chaque composante, je peux ici augmenter l'échelle au besoin pour des questions de représentation et de lisibilité. Et si je lui dis de ficher le maillage, si j'enlève le maxi mini, il va me montrer les valeurs, les résultats du segment dans le segment de section à chaque nœud de maillage. Ce segment de section permet de faire faire une coupe à travers le domaine, je l'ai déjà dit, et de lire les résultats à cet endroit-là. Il y a plusieurs possibilités pour le segment de section. Le premier, c'est ici juste le diagramme pour cet effort interne donné, donc MX. Pour chaque effort interne, j'aurai un autre diagramme. Il peut aussi me calculer les valeurs moyennes sur un segment, sur une partie où le signe est le même. Donc à chaque fois, vous voyez ici, dès qu'il change de signe, dès qu'il va du négatif au positif, il fait une autre valeur moyenne. Et je peux aussi calculer les valeurs résultantes. Ici, ça ne fait pas de sens parce que le MX, il est dans le plan du segment de section. Si je change maintenant ici à MY, il va me faire l'intégrale, en fait, sur cette petite partie. Donc pour chaque valeur moyenne, il va faire la moyenne fois la longueur du segment de section. Je peux aussi, je retourne sur seulement le diagramme, je peux aussi dessiner le diagramme dans le plan. Donc en gros que mon diagramme il soit dans le plan du domaine et pas en dessous, si je préfère. Voilà. Et le deuxième outil, donc ça c'était pour le segment de section, et le deuxième outil très utile que j'aimerais vous montrer, c'est la poutre virtuelle. Peut-être vous connaissez déjà. La poutre virtuelle se trouve en dessous des segments de section dans la barre d'outils à gauche. Une nouvelle poutre virtuelle que j'appelle 1, c'est très original. Et cette poutre virtuelle, elle va permettre d'intégrer les efforts surfaciques en un effort linéaire, en fait en un effort de poutre. Par exemple, si je définis une poutre virtuelle sur ce mur-là, je sélectionne et que je change l'axe de référence pour avoir une poutre virtuelle verticale, j'ai alors, maintenant, si j'affiche les NY, les moments, les efforts normaux selon Y de ce domaine, Y qui est vertical, ici c'est le petit jaune, j'affiche ici en ISO surface, j'enlève les valeurs, et j'affiche uniquement ce petit mur. Voilà, on voit ici le NY. La poutre virtuelle, elle va intégrer les efforts sur la largeur et je pourrais visualiser ça comme une poutre, en fait, NX. Et en affichant diagramme, je vois alors les efforts normaux qui vont de haut en bas à chaque point. Pour cette poutre virtuelle, je peux afficher les efforts tranchants selon Y. De nouveau, ici, les Y se réfèrent aux coordonnées locales de la poutre virtuelle. Que vous voyez ici. VY, donc c'est comme ça, c'est selon l'axe orange. VZ, c'est selon l'axe vert.
Et après, les moments autour des différents axes. X, c'est la torsion. Y, autour des Y. Et MZ. C'est comme si on lisait une poutre, en fait. Cette poutre virtuelle permet d'avoir une bonne rédaction des résultats. Et en particulier, si on a un noyau, on peut définir tout ce noyau comme poutre virtuelle et voir comment les efforts passent du haut vers le bas du bâtiment. Ici, j'ai pas de noyau, mais je vais quand même vous montrer rapidement comment on peut faire. La vue du dessus, et je sélectionne. Ici, je dis que je veux définir une nouvelle poutre virtuelle. Je sélectionne tout ça, valider. C'est tout bon. Et, ah mince, je vais encore sélectionner uniquement ça pour qu'on puisse mieux voir. Donc voilà, bon, c'est pas un vrai noyau, hein, mais si j'avais un noyau, je pourrais définir tous mes éléments de la cage du noyau et regarder comment les efforts NX, par exemple, descendent du haut vers le bas. J'espère que j'ai pu vous apprendre quelques nouveautés pour travailler de manière plus agréable avec Axis. J'en profite pour vous inviter à notre prochain webinaire qui sera sur le thème de des nouveautés dans Axis X4. C'est la nouvelle version qui va sortir le prochain mois. Et donc, je vous présenterai les nouveautés. Ce webinaire aura lieu le 30 janvier 2018 à 14h15. Et comme d'habitude, vous pouvez vous inscrire sur notre site web. En cas de questions, bien sûr, nous restons à votre disposition sur l'adresse email que vous voyez ici, ainsi que le numéro de téléphone. Et je vous remercie de votre participation et à bientôt. Bonne journée. Au revoir.